Bonjour à tous. Juste un petit peu de patience. Donc d'abord, bienvenue. On est ravis de se retrouver dans cette configuration inhabituelle pour nous. Je suis Catherine Grill de l'Association des manufacturiers mauriciens. Notre président va vous dire quelques mots dès que l'expert sera arrivé. Nous avons travaillé ce matin entre industriels pendant une longue matinée. Et donc nous souhaitions pouvoir partager avec les représentants de la société civile que vous êtes les résultats de nos travaux. Donc sur le thème la mondialisation, quel alter-système pour Maurice. Thomas Guénolé a beaucoup donné, on a travaillé jusqu'à 2 heures. Et il a eu juste le temps de se sustenter et puis de mettre de l'ordre dans ses notes pour pouvoir faire sa conférence. Donc on va vous proposer un programme d'1 heure de conférence et puis une demi-heure, 3/4 d'heure de questions-réponses. Donc on est là dans un esprit, je pose le cadre, non polémique et non politique, mais on est là dans un choix de société. Et si donc débat il doit y avoir, je vais écrire quelques mots qui vont être les règles de notre jeu, si vous voulez bien. À la fois donc la bienveillance et le respect, et la concision, pour que tout le monde puisse s'exprimer dans le temps imparti. Sans plus tarder, on accueille Thomas Guénolé, qui s'est mis en condition, et Christopher, si tu veux bien. Christopher est le président de l'Association des manufacturiers mauriciens. Bon après-midi à tous. Comme l'a dit si bien Catherine, il n'est pas fréquent pour nous industriels d'être confrontés, d'être en présence de gens de la société civile, des secteurs publics, des universitaires, des chercheurs, des gens des syndicats, de l'ONG, des étudiants, des journalistes. Et l'idée vraiment, c'est de réfléchir ensemble. Nous sommes ici pour réfléchir sur un thème qui est celui de la mondialisation. Notre île a accueilli avec dynamisme l'ouverture. Sur les 10 dernières années, selon l'index du Trade Freedom publié par le Wall Street Journal, notre indice est passé de 36 en 2004 à 88,6 en 2016. Donc l'index de Trade Freedom. Nous devançons ainsi de loin les pays d'Afrique, ceux d'Asie, du Moyen-Orient. Nous sommes meilleurs élèves que la France, l'Amérique du Nord, et nous faisons égal avec le Royaume-Uni. Durant cette même période, l'exportation est passée de 12% à 6% du PIB. Le déficit de la balance commerciale est passé de 10 à 25% du PIB. À l'aube de nos 50 ans d'indépendance, nous pensons qu'il paraît sain, porteur, de nous poser des questions sur notre modèle de développement, ancré sur l'ouverture maximale. Mais nous n'en avions pas l'expertise. Nous avons eu le plaisir d'avoir rencontré, à travers son livre, Thomas Guénolé. Nous lui avons fait un appel et il nous a répondu positivement, lui, sans réfléchir. Et il va nous aider cet après-midi, comme il nous a aidé ce matin, à réfléchir sur des solutions alternatives à notre petit État insulaire. Nous allons entendre et partager ces observations qui nous permettraient sans doute de faire mieux de façon durable. Thomas est un politologue et un expert. Il a connu un grand succès en librairie depuis 2015. Il est aussi un chroniqueur très apprécié, même s'il lui arrive de faire la polémique. Il est chercheur associé à l'IRIS depuis peu. Il a été enseignant à Sciences Po Paris et HEC, et aussi enseignant géopolitique à l'Université de Paris-Créteil. Thomas, un merci chaleureux pour ta présence. Merci de ton gros travail qu'on a fait ensemble depuis ce matin. Donc tu as beaucoup bossé, mais tu nous as aussi beaucoup fait réfléchir. On a même eu droit à deux Panadol pour se remettre en état avant cet après-midi. Nous avons travaillé le conseil d'administration sur la mondialisation malheureuse. Le sujet a été très fécond et a fait émerger des idées phares. Ces idées, à ce stade, ont le mérite d'être des idées, mais elles demandent à être partagées et elles demandent pour certaines d'entre elles éventuellement à être approfondies. Nous avons la conviction à l'AMM que nous pouvons travailler ensemble et que nous devons travailler ensemble
à la réussite et à la définition d'un projet pour notre île Maurice. Je compte vraiment sur votre participation, comme l'a dit Catherine, active, bienveillante et respectueuse. La vie ne s'arrêtera certainement pas à la fin de cette session. Pour nous, c'est un premier pas et nous souhaitons par la suite entrevoir une collaboration sur la réflexion et pourquoi pas envisager un projet de mise en place par la suite. Je vous remercie. Les questions se feront après la conférence et Catherine, que vous avez rencontrée, et Bruno, est-ce que tu t'es sauvé? Bruno est là. Donc, vont faire les gardiens du temps. Je vous souhaite une bonne après-midi et let's get fun sur un sujet sérieux. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis très heureux d'être ici et je remercie l'Association of Mauritian Manufacturers de m'avoir confié cette mission, c'est-à-dire de m'avoir mandaté comme expert pour imaginer une autre politique économique possible. Après la question de l'implémenter, au préalable de réfléchir de manière approfondie à sa faisabilité et, le cas échéant, donc d'en faire la nouvelle politique de l'île Maurice, ça c'est votre responsabilité en tant que représentant de la société civile et d'un certain nombre d'organisations, car moi-même je ne suis pas mauricien. C'est à vous qu'il appartient de prendre la décision, je vais être parfaitement clair là-dessus, donc moi je me contente, après qu'on m'ait commandé les pizzas, je me contente aujourd'hui par la présente de vous livrer la pizza. Après, c'est vous qui voyez ce que vous en faites. Thomas, Je vous... moi, Oui. est-ce que vous entendez pas? Je peux parler plus fort en fait. Si ça vous dit. Hein? Oui, ce sera plus simple comme ça. Allez. Donc ça, on dégage. Ça, je ne sais pas s'il fonctionne, vous me direz. Donc, je disais merci à l'Association of Mauritian Manufacturers de m'avoir confié ce mandat qui est d'imaginer une politique économique possible, une autre politique économique possible pour l'île Maurice. Je vois que la salle est pleine, donc je me dis que manifestement il y a une interrogation en ce moment dans la société civile mauricienne sur l'idée qu'on pourrait peut-être faire les choses différemment. En tout cas, moi je reçois comme ça l'affluence lors de cette réunion. Je vous présente aujourd'hui mes conclusions. Ce sont plus largement les conclusions d'un travail en commun avec l'AMM sur la faisabilité concrète de ce que je décris. Et c'est aussi le résultat d'un travail de documentation et d'un travail de recueil de témoignages de ma part avant de venir, pour surtout ne pas vous faire le coup malheureusement habituel des experts qui viennent, mais en fait ne se sont pas vraiment documentés sur la réalité de l'endroit dont ils parlent, et qui se contentent de vous exprimer leur modèle théorique abstrait, et après débrouillez-vous, et je suis poli en disant débrouillez-vous pour plaquer ça sur votre réalité. Donc j'ai essayé d'adapter ce que je vous raconte au maximum à la situation concrète de votre île. Et comme je le disais tout à l'heure, bis repetita, c'est à vous qu'il appartient de décider si vous utilisez cette politique économique ou pas, et si oui, comment vous vous l'appropriez de manière concrète. Alors, je précise d'emblée que le propos ici n'est pas d'être contre la mondialisation. Il y a un aspect tout à fait détestable dans les débats actuels, c'est que quand vous proposez d'organiser l'intégration de votre pays dans la mondialisation d'une façon différente, on vous répond: ah bon, vous êtes contre la liberté de commerce, vous êtes contre le libre-échange, vous êtes contre la croissance, ou autre sottise. C'est la technique rhétorique du choix caricatural. Soit vous êtes d'accord avec ce qui est fait depuis des années, soit vous êtes contre l'ouverture au commerce. Alors que non. L'idée n'est pas d'être contre la mondialisation, l'idée est d'être contre l'organisation de la mondialisation sous sa forme précise actuelle, qui n'est qu'une façon possible parmi d'autres d'organiser la mondialisation. Et donc l'idée, cette fois-ci, c'est d'imaginer comment l'île Maurice peut s'intégrer différemment à la mondialisation d'une façon qui soit à la fois plus humaine, plus équitable, plus écologique et quelque part potentiellement plus rentable pour tout le monde. Parce que je voudrais quand même soulever ce problème dès le départ. À quoi bon avoir un pays qui s'enrichit si pendant ce temps-là, pour l'écrasante majorité de la population, c'est la stagnation ou la baisse du pouvoir d'achat réel? Si le pays peut s'enrichir, mais pas les habitants, je ne vois pas bien l'intérêt. Alors, le problème, donc, si on devait le résumer, ce n'est pas l'ouverture, c'est l'ouverture sauvage. C'est ça le problème. L'ouverture sauvage de l'économie mauricienne, qui est la déclinaison pour Maurice de ce que j'ai appelé, effectivement, dans le livre que vous avez la gentillesse de mentionner, la mondialisation malheureuse. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la politique d'abaissement maximal et de plus en plus accéléré des barrières douanières, et j'entends par là aussi bien les barrières douanières en termes de réglementation qu'en termes de taxation.
Alors, l'effet mécanique qui en résulte, c'est un problème de dumping permanent. C'est logique. À partir du moment où vous abaissez les protections par la réglementation et les protections par les taxes, en fait, vous ouvrez la porte, même vous ouvrez les portes, toutes les portes et toutes les fenêtres de l'économie mauricienne, à l'entrée de toutes les formes de concurrence déloyale possibles et imaginables. Je parle bien sûr du dumping fiscal, des pays qui décident de tenter de se tailler la part du lion dans le marché intérieur mauricien en ayant une fiscalité qui est différente de la vôtre. Et dans ce cas-là, vous devez choisir entre perdre des parts de marché chez vous. Ça marche aussi en compétition entre deux pays vis-à-vis de l'extérieur, ce que je vous dis, hein, ça va de soi. Mais là, si on prend simplement le marché intérieur, soit vous acceptez de perdre des parts de marché, soit vous devez vite baisser vos propres impôts. Au fait, les dynamiques de baisse des impôts sur telle ou telle catégorie de sources possibles, c'est une politique qui a été conduite ces dernières années dans l'île Maurice. C'est cette logique-là. Le dumping permanent social, c'est-à-dire que forcément, quand vous êtes en compétition avec des pays, je prends un exemple au hasard, l'industrie du textile. Si vous êtes en compétition avec des produits qui viennent de la Chine ou du Bangladesh, où se posent des problèmes tellement de dumping social en matière de nivellement par le bas qu'un certain nombre de rapports internationaux parlent d'esclavage moderne, à moins de rétablir l'esclavage sur l'île Maurice, je ne pense pas que ce soit une option sérieusement envisagée, je ne vois pas comment vous pouvez faire de la concurrence vis-à-vis de ça. Voyez-vous ? Et donc, même chose au niveau du dumping écologique, c'est-à-dire que si vous avez un minimum de conscience environnementale par rapport à la dégradation croissante de l'écosystème, qui fait peser une menace de destruction de l'humanité en rendant la Terre de plus en plus inhabitable pour l'espèce humaine. Et si vous avez donc ce sens-là des responsabilités collectives en matière écologique, mais que votre concurrent, lui, n'en a rien à cirer et a pollué comme un cochon à la production et au transport, comment vous pouvez lutter ? Et donc on a un problème de dumping permanent, fiscal, social, écologique. Qu'est-ce qui en résulte ? Une course en permanence au nivellement par le bas, où vous devez vous niveler vous-même par le bas, ou perdre des parts de marché jusqu'à risquer de mourir. L'industrie du textile mauricien, à l'heure où je vous parle, connaît cette problématique-là, cette espèce de choix entre la peste et le choléra, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne la stagnation ou la baisse des droits sociaux dans le pays au nom de la compétitivité. Je vous prends un exemple. Va-t-on augmenter le salaire minimum ? Ben non. Pourquoi ? À cause des enjeux de compétitivité, bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, dans un premier temps, l'abaissement des barrières protectrices crée le problème, et ensuite, on vous présente le problème comme une donnée, une contrainte, extérieure au choix politique, alors que c'est la conséquence d'un choix politique préalable. Le piège, il est là. Mais donc, le problème que vous avez à partir de là, c'est que l'augmentation du salaire minimum à 10 000 roupies, ça ne devient pas possible. Dans ce contexte de compétitivité, c'est la réponse logique qu'on va vous faire. Autre exemple, la question de l'évolution du pouvoir d'achat réel, c'est-à-dire que quand bien même le revenu de ceux qui sont de la majorité de la population qui est en bas de la pyramide, c'est-à-dire c'est une pyramide avec une base très large en réalité, la population mauricienne, si vous regardez la répartition des richesses. Eh bien, pour ces catégories de population, ce n'est pas parce que le revenu peut être stable ou légèrement en hausse ou légèrement en baisse, ça dépend des années, que pendant ce temps-là, le pouvoir d'achat, lui, est stable. Parce que si dans le même temps, vous constatez une flambée des dépenses contraintes, j'en vois qui hoche la tête, donc ça sent le vécu. La flambée des dépenses contraintes fait par définition baisser le pouvoir d'achat réel, et donc quand bien même vous auriez un revenu qui est stagnant, enfin stable, stagnant c'est un peu péjoratif, stable en augmentation ou en baisse, vous voyez bien que si pendant ce temps-là, il y a les dépenses contraintes qui explosent, eh bien en réalité, votre pouvoir d'achat et donc votre revenu réel, lui, est en train de baisser année après année. Et ça ne risque que de s'aggraver si pendant ce temps-là, du fait de l'ouverture sauvage, vous allez avoir un certain nombre de très grands investisseurs étrangers qui vont commencer à faire pression dans l'économie intérieure pour faire quoi ? Pour privatiser en vous disant que le secteur privé va mieux gérer que le secteur public. Ce discours peut commencer à arriver assez vite. Le marché de l'eau, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est en danger. Potentiellement. Potentiellement. Je dis juste que nous, en France, ça nous est déjà arrivé. Le coût de la déréglementation du marché de l'eau, on l'a déjà vécu, ça n'a pas fait baisser les prix, ça n'est pas vrai. Mais donc, vous vous retrouvez avec... Si en plus vous vous retrouvez avec des démarches de privatisation massive qui ont comme impact de vous retrouver avec des marchés, vous connaissez ce problème, avec 3 ou 4 acteurs qui se partagent le marché et qui s'entendent plus ou moins explicitement sur les prix, vous allez constater assez rapidement que ces prix augmentent ou sont déconnectés de la réalité du marché dans le sens de l'augmentation.
Par ailleurs, logiquement, si vous êtes dans un problème de nivellement par le bas permanent, y compris au niveau de la fiscalité, parce qu'il y a le problème du dumping fiscal, qu'est-ce que ça va entraîner de votre côté comme comportement? Eh bien, vous avez une baisse, une tendance à la baisse des recettes fiscales vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des détenteurs d'épargne, etc., en disant « mais je suis obligé de le faire, il faut bien que j'attire les investisseurs ». C'est ce type de discours. Mais dans le même temps, on va vous augmenter les taxes de ceux qui ne peuvent pas s'enfuir, et donc on va vous augmenter la TVA, on va vous créer des taxes sur ceci, des taxes sur cela. Alors j'ai appris qu'il y a une créativité certaine, comme en France en fait, à Maurice, vous avez une créativité certaine en matière de tout ce qu'on peut taxer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de micro-taxes sur plein de petites choses qui servent à compenser des baisses sur d'autres postes. Mais il y a surtout un problème, c'est que si les recettes fiscales sont à une tendance baissière, et si vous avez une baisse du revenu réel de la majorité de la population, eh bien qu'est-ce que vous constatez? Forcément, une augmentation de plus en plus accélérée de la dette publique et des dettes privées. Ce qui est, elle, une source de danger pour l'économie elle-même. Je vous prends un exemple, l'augmentation des dettes privées des classes moyennes en ce qui concerne l'accès à la propriété. Dans le cadre d'un problème de risque de bulle immobilière, ça j'y reviendrai plus tard. Je vous rassure, il y a une partie diagnostique qui donne envie de se pendre, mais après il y a des préconisations. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le danger de pillage par des grands investisseurs mastodontes venant d'autres pays, mais il y a aussi le danger interne. J'insiste là-dessus, le danger interne c'est quoi? C'est le choix de la déréglementation et du tout finance. C'est pas qu'il détruit les autres secteurs, c'est que vous avez en fait au fil du développement de l'économie mauricienne, c'est intéressant à observer, il y a des strates successives qui sont ajoutées en développant telle activité, telle filière, puis telle filière, puis telle filière, puis telle filière, et depuis l'indépendance, finalement l'île Maurice s'est construite économiquement comme cela. Et donc le problème n'est pas d'avoir ajouté un étage de finance au sens le plus moderne du terme, c'est pas un problème en soi. Le problème c'est le gonflement de la bulle financière qui marginalise en proportion le reste de l'activité économique et qui fait peser par son danger d'éclatement une menace sur tout le reste des filières économiques. C'est ça le souci. La finance n'est pas mauvaise en soi, mais l'hypertrophie financière est dangereuse en soi par contre. Et en l'occurrence, il y a un danger d'une part de bulle financière et de bulle immobilière. Pourquoi de bulle immobilière? Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a une déconnexion croissante entre l'état de l'offre immobilière et l'état de la demande. C'est la définition même d'une bulle. Et donc ça, c'est un danger. Par ailleurs, d'un point de vue plus de l'ordre, si vous me permettez une incursion dans la psychologie collective, il y a un problème de panne d'idéal individuel et d'idéal collectif dans l'île Maurice. On est ensemble, ok, pourquoi faire? Déréglementer, apparemment. Bon, c'est pas très excitant en termes d'idéal collectif, si vous voulez. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans mes recueils de témoignages, c'est le nombre croissant de gens, en particulier les jeunes, qui ne croient plus du tout que travailler dur serve à quoi que ce soit en termes de chance d'arriver quelque part dans leur vie. Et pour ceux qui sont à peine plus âgés et qui ont des enfants, ils ne le croient pas non plus pour leurs enfants. Il y a l'idée que, en fait, tout est bloqué, tout est coincé, tout est verrouillé, tout est vermoulu, ça sert à rien et on ne peut rien changer. Cette espèce de psychologie de la presque de la pas de la dépression, mais de la déprime collective. Pour toute une partie de la population qui se dit que je travaille dur ou pas, de toute façon, je vais continuer à gagner des queues de cerises. Et ça, quand un sentiment comme ça monte, vous avez un système économique et politique qui est en danger. Qui est en danger parce que finalement, il y a de moins en moins de gens pour le soutenir. Alors j'en viens donc à une tentative de créer un idéal commun qui, à mon avis, n'a pas pris, en tout cas dans la population, parce qu'on ne sent pas un enthousiasme délirant réel dans la population vis-à-vis de ça. Je pense à ce fameux tigre de l'océan Indien. L'idée de transformer donc l'île Maurice en le tigre de l'océan Indien, avec une référence explicite au modèle de Singapour. Alors il y a deux problèmes avec ça, le modèle choisi et le modèle réel. Alors, le modèle choisi est invoqué, le modèle de Singapour. Il faut savoir de quoi on parle quand on choisit un modèle pour dire, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Singapour, c'est un modèle dans lequel l'agriculture a été abandonnée. Donc,
les agriculteurs de l'île Maurice, les cultivateurs de l'île Maurice, ou même les pêcheurs d'ailleurs de l'île Maurice, il faudrait peut-être les prévenir de ce que ça veut dire pour eux d'adopter le modèle Singapour, hein. Ça va les intéresser. Abandon de l'agriculture, Singapour. Par ailleurs, il faut savoir que d'un strict point de vue factuel, sans vouloir, ils n'aiment pas quand on en parle, mais Singapour, c'est l'un des ports francs les plus importants de toute la zone, de toute la proportion de continent asiatique où il se situe. Or, il se trouve que c'est l'une des routes principales de débouché du triangle d'or en matière de trafic de drogue. Pourquoi? Parce qu'un port franc, par définition, comme il n'y a pas de fiscalité dessus, on ne contrôle pas ce qui rentre, on ne contrôle pas ce qui sort. Et donc Singapour est devenu, entre autres caractéristiques, l'une des grandes plaques tournantes de sortie de la drogue du triangle d'or. Il faut le savoir, ça, hein. Donc ce n'est pas forcément un choix de comparaison heureux. Par ailleurs, Singapour, c'est quand même l'économie du surendettement, puisque leur dette publique est très largement supérieure à 100% du PIB et qu'ils ont une énorme dette du commerce extérieur. Par ailleurs, en termes de réalité de la source de leur dynamique économique, ce n'est pas que c'est le tigre de leur propre, alors pas océan, plutôt mer, mais c'est un autre sujet. En fait, c'est plutôt la puce sur la tête du tigre, c'est-à-dire que, en réalité, Singapour est un prolongement de la superpuissance économique chinoise, à l'heure où je vous parle. C'est un prolongement spécialisé dans la production high-tech. Mais si vous n'avez pas le support, le socle de la superpuissance chinoise, en fait, on peut se poser la question de la viabilité du modèle actuel de Singapour. L'île Maurice est-elle dans une configuration actuelle, similaire? Est-elle adossée à une grande puissance économique dont elle serait un prolongement high-tech? Ou peut-elle même le devenir? Il me semble que le parallèle est pour le moins discutable. Par ailleurs, et plus simplement, et on aurait pu commencer par là, les exportations de Singapour, ce sont des centaines de milliards de dollars par an. L'île Maurice, on est plutôt plus près de 2-3 milliards par an. Donc, choisir Singapour comme modèle en disant on va être le tigre de l'océan Indien, en fait, c'est la fable de la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. Enfin, ça ne tient pas par rapport aux paramètres fondamentaux. L'île Maurice peut parfaitement devenir un numéro 1 mondial, admiré et étonnant le monde. C'est tout à fait possible et je vais y revenir. Mais si c'est en copiant le modèle de Singapour pour essayer de faire pareil avec des paramètres de départ aussi profondément différents, et je ne vous ai même pas parlé des écarts de population, non. Ça, non. Alors une réponse possible, c'est de dire oui, mais on ne parle pas de copier strictement Singapour. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas invoquer ce modèle. Alors, le problème, c'est que le vrai modèle, me semble-t-il, dont Maurice, je ne sais pas, c'est pas forcément qu'ils veulent s'en rapprocher, mais en tout cas, concrètement, ils s'en rapprochent, c'est le modèle islandais des années 2000. Alors je m'explique. L'Islande des années 2000, leur économie, comme d'ailleurs l'économie mauricienne actuelle, au départ, c'est une économie qui est diversifiée. Mais le gouvernement, dans les années 2000, a misé à fond sur le développement de la finance et a commencé à délibérément négliger certaines activités qui étaient solides chez eux, par exemple la pêche, par exemple leur base industrielle préexistante, etc. Et donc, on a assisté dans les années 2000 à l'expansion et la surexpansion d'une activité financière de plus en plus disproportionnée par rapport au reste de l'activité économique. On a également assisté à la construction de plus en plus rapide et de plus en plus vaste d'une bulle immobilière. Et on a assisté aussi à un mouvement général de surendettement du secteur privé. Ça vous semble familier ce que je vous raconte? Voilà. Vous savez comment ça s'est fini? Le modèle islandais des années 2000 s'est terminé par une banqueroute. Une banqueroute du système financier et ensuite une banqueroute de l'État lui-même. Et ça s'est terminé par la pire nouvelle à annoncer aux épargnants et aux investisseurs nationaux et étrangers mettant des billes dans l'économie islandaise, c'est qu'ils ont fait défaut sur leur dette. En disant, on ne peut pas la payer. Alors pour derrière regagner la confiance des investisseurs étrangers, il faut se lever de bonne heure. Donc ça s'est terminé comme ça, et il y a un risque réel que les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'île Maurice, alors n'est pas nécessairement une catastrophe du même ordre de grandeur, mais connaissent un scénario comparable au sens de crise financière et ou crise immobilière provoquant un effet Big Bang dans le reste de l'économie mauricienne du fait d'avoir choisi ce mode de développement. J'ajoute que, sauf erreur de ma part, à l'heure où nous parlons, il y a un problème, il y a déjà des signes qui ressemblent vraiment à ce que je viens de vous décrire, notamment l'accumulation de dettes privées, y compris dans des grandes structures financières privées, et dans le même temps, une tendance
à financer, comment dire, à accumuler l'endettement du côté du secteur public aussi. Je ne veux pas revenir sur l'actualité récente, mais il y a un risque. Alors, quelle autre politique économique possible? Donc là, on sort de la partie anxiogène, donc poser ce couteau, poser ce cyanure, etc. Alors, cette autre politique qui m'a été beaucoup inspirée par des travaux préalables qui ont été faits chez vous, c'est-à-dire je me suis basé sur des choses qui viennent déjà de chez vous. Hein. Maurice Île Durable. Le fameux Maurice Île Durable. Si beau et si vite enterré. Quel dommage. Donc, et je me suis basé aussi sur les travaux pionniers d'un certain nombre d'économistes reconnus de manière internationale. Je pense en particulier à Gaël Giraud, dont je suis un grand fan, hein, je dois bien l'admettre. Et plus généralement, c'est un raisonnement qui s'inscrit dans un cadre à la fois d'économie verte et de théories qui existent, qui sont relativement robustes en matière de relance keynésienne. Alors, j'ai appelé ça Maurice verte, pour que ce soit clair tout de suite et qu'on n'ait même pas besoin d'expliquer ce que le titre veut dire. Si vous avez besoin d'expliquer votre titre, c'est qu'il n'est pas bon. Donc, Maurice verte. Qu'est-ce que c'est? C'est arrêter les effets négatifs de la politique actuelle en passant tout simplement à une autre politique. Être numéro 1 mondial quelque part, car je me suis laissé dire que sur l'île Maurice, on a le goût du challenge et on aime bien progresser dans les classements internationaux. Avoir un objectif collectif qui soit véritablement galvanisant et améliorer les conditions socio-économiques en bas de la pyramide. Et je rappelle que la majorité de la population à l'heure où on parle est en bas de la pyramide. Et ça permet, en agissant comme cela, de répondre à deux aspects contradictoires, mais complémentaires, des aspirations humaines. C'est-à-dire, l'être humain, c'est à la fois un animal égoïste qui ne va se mobiliser que si vous répondez à ses intérêts individuels, mais c'est aussi en même temps un animal grégaire qui a besoin d'un idéal collectif. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un idéal collectif qui permet en même temps, rationnellement, égoïstement, que chaque personne, en particulier dans la majorité qui est en bas de la pyramide, puisse voir sa situation s'améliorer. C'est fondamental parce que si vous ne mettez que les moteurs égoïstes individuels, en réalité, le fondement même de la société que vous proposez est foncièrement malsain. Mais si vous n'êtes que dans l'idéal collectif, vous allez découvrir assez rapidement que la capacité d'entraînement des foules est assez limitée quand ils n'ont pas quelque chose à personnellement y gagner. C'est comme ça, donc il faut les deux. Alors, Maurice verte, c'est quoi? C'est un objectif très clair, devenir le premier pays au monde à accomplir la transition écologique totale de l'économie. Ça veut dire zéro pétrole par rapport au transport intérieur. Ça veut dire l'indépendance énergétique totale grâce aux 100% d'énergie renouvelable, à comparer aux plus de 85% de taux actuels de dépendance énergétique de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est un boulet attaché au pied de l'économie mauricienne, si vous voulez, et dont on parle assez peu, ou trop peu, c'est que vous avez eu l'indépendance politique, mais vous êtes encore en dépendance énergétique, avec une facture vis-à-vis du monde extérieur, qui est une facture énergétique. Imaginez ce que ça vous libère comme opportunité si vous n'avez plus cette facture-là. Et ça tombe bien, c'est les 50 ans bientôt. Bon, bah, profitez-en pour passer à l'indépendance suivante. Voyez. Et donc, c'est la question du zéro déchet, grâce à l'économie circulaire, grâce au recyclage, etc. C'est la question du 100% d'agriculture raisonnée, de pêche raisonnée. C'est la question de l'augmentation massive massive. C'est de l'augmentation, oui, c'est ça, massive, oui, ça marche, de l'écotourisme. Et c'est la question du repositionnement du Made in Maurice à l'exportation dans le cadre de cette économie verte. Parce que là, autant à l'intérieur, la marque Made in Maurice, le concept Made in Maurice, il est facile à vendre. On est tous mauriciens. Bon, ben, Made in Maurice, achetez mauricien, ça fera des emplois sur l'île Maurice. Donc ça, c'est facile à vendre à l'intérieur. Mais à l'extérieur, si vous dites Made in Maurice, bah oui, so what? Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Si vous dites fabriqué en Suisse, bon, ben, on pense tous, à mon avis, à la même chose. L'image qu'il y a derrière le fabriqué en Suisse, c'est le perfectionnisme. C'est ça la valeur qu'il y a derrière. Quelle valeur il y a derrière le Made in Maurice? Pour l'instant, il n'y en a pas. Quelle valeur il peut y avoir? On parle quand même des produits qui viennent du numéro 1 mondial de la transition écologique. Le pays pionnier en matière de transition écologique. C'est un argument de vente, ce n'est pas que un idéal. C'est aussi, du point de vue du marketing, un excellent argument de vente. Alors,
attention, un plan comme ça doit faire l'objet d'une évolution graduelle. D'abord parce que faire ça en un an, ça n'est matériellement pas faisable. Et ensuite parce que si vous faites une évolution graduelle, ça permet, en l'étalant sur, à mon avis, au total 10 à 15 ans, ça vous permet d'une part d'avoir le temps de corriger tout ce qui ne marche pas en cours de route et vous vous attendiez pas à ce que ça se plante pour ces raisons-là, parce que rien n'est totalement prévisible. Ça vous permet aussi de détecter au fur et à mesure toutes les situations dans lesquelles, avec surprise, vous constatez que vous n'avez pas nécessairement les ressources humaines précises qu'il vous fallait. Ça vous permet donc de les former en route, ça vous permet éventuellement de recruter à l'extérieur, etc., etc. Ça vous permet de fonctionner d'année en année par essai-erreur et par retouche, alors qu'un grand bond accéléré, en fait, s'il y a un motif pour lequel vous allez vous planter et que vous n'avez pas encore identifié, si vous faites en calendrier serré, il y a des chances que ça vous pète à la gueule de façon irrattrapable. Si vous l'étalez sur 10-15 ans au total, ça vous laisse le temps de corriger le tir de route, de corriger le tir en cours de route, et donc ça vous permet de faire quelque chose d'à la fois très ambitieux sur l'objectif à atteindre, mais de très prudent sur le modus operandi. Alors, par ailleurs, il est important, pour ne pas réinventer la roue inutilement, il est très important d'utiliser au maximum les initiatives qui existent déjà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous constatez qu'il y a déjà des choses, autant vous appuyer sur ce qui est déjà en pratique existant. Je pense par exemple à des initiatives qui ont été prises par la Chambre d'agriculture par rapport au problème des pesticides. Il y a des évaluations qui ont été faites sur les problèmes de pesticides dans les légumes produits sur l'île Maurice, et également en partie sur la question des pesticides, de quels pesticides sont importés pour cela. Il y manque peut-être, me semble-t-il, la même étude vis-à-vis des productions qui sont importées, et il y manque derrière une ultime étape, mais là des fermes pilotes sont déjà en cours, la question de la certification. Mais, et je vais y revenir, si vous comptez juste sur la certification pour qu'ensuite, dans un grand élan enthousiaste, les consommateurs se mettent à acheter ces productions simplement parce qu'elles sont écologiquement responsables, à mon avis, c'est une erreur. Il faut aussi se débrouiller pour que ce soit moins cher. Je vais revenir sur la façon d'y arriver. Alors, les impacts de cette politique Maurice verte. D'abord, une célébrité mondiale à peu près certaine pour Maurice. Pourquoi je vous dis à peu près certaine? Parce que si on prend l'exemple du Bhoutan, le Bhoutan est un pays particulièrement en retard à tout point de vue au niveau du développement économique, on ne va pas se mentir. Bon. Mais ils se sont contentés d'exprimer un concept, sans trop le définir précisément d'un point de vue scientifique, le fameux bonheur brut au lieu du produit intérieur brut. Bien. Ils n'ont pas fait grand-chose pour l'appliquer, pour être franc avec vous. Et d'ailleurs, il y a un Premier ministre qui vient d'être élu sur un message principal qui était, au lieu de parler du bonheur brut, ce serait bien de le faire. Et il a gagné les élections. Bon. En se contentant d'avoir un concept qui était en rupture par rapport à ce qui se faisait d'habitude, l'image du Bhoutan a fait le tour du monde de manière positive sur bonheur brut. Donc imaginez une seconde ce que donne l'impact sur la marque île Maurice s'il s'agit du premier pays à essayer sérieusement d'atteindre les 100% d'économie verte. En termes de réputation, en termes d'image de marque, en termes de célébrité. Un intervenant me disait ce matin qu'il était surpris en allant à l'étranger du nombre de gens qui ne savent pas où est l'île Maurice et qui en entendent parler pour la première fois quand il dit qu'il en vient. Quand on sort des pays qui ont des liens particulièrement forts ou des liens régionaux. Là, ce serait un changement à ce niveau-là, un changement assez fort. C'est-à-dire que l'île Maurice voudrait dire quelque chose pour beaucoup de gens, c'est-à-dire un contenu, c'est-à-dire le 100% d'économie verte. Alors, autre conséquence probable, effectivement, je vous le disais, d'être numéro 1 mondial de la transition écologique, s'il y a quand même un impact assez fort sur la notoriété de l'île, mais aussi même sur le degré de proactivité au niveau des élites locales. C'est-à-dire que, numéro 1, ça veut dire quelque chose quand même dans l'imaginaire collectif. Ça n'est pas rien. Ensuite, ça veut dire des carnets de commandes beaucoup mieux remplis, aussi bien pour l'industrie que pour l'agriculture pendant plusieurs années. Ça veut dire une prévisibilité très forte de ce qui va se passer en termes de politique publique d'investissement sur 10 à 15 ans pour les entreprises et pour les investisseurs. Et là-dessus, d'ailleurs, j'observe que beaucoup de décideurs politiques, y compris ceux qui croient bien comprendre les attentes du secteur privé, oublient souvent cette donnée fondamentale. S'il y a une chose que les investisseurs et les entrepreneurs adorent, c'est la prévisibilité de ce que vont faire les pouvoirs publics.
Pourquoi? Parce que ça permet de se projeter dans l'avenir, parce que ça permet un cadre stable et sûr pour votre propre activité économique, et parce que quand on vous annonce un grand plan, bah là, vous pouvez le croire, et donc vous pouvez aller voir votre banque en disant, bah dans le contexte de tel plan, moi je souhaite lancer telle activité pour laquelle cette politique va créer un marché. Si en revanche on est sur des effets d'annonce et sur des choses, il y a beaucoup de pays où c'est malheureusement comme ça, où on va dire qu'on lance des réformes, mais ensuite on laisse tomber, ou alors on lance des nouvelles règles, mais en fait on ne les implémente pas de manière concrète sur le terrain, et donc ça donne des super lois, mais qui ne sont pas appliquées, là il y a un souci. Donc là, avec ce type de plan, vous avez la prévisibilité pour les entreprises et pour les investisseurs sur une période, sur des montants très importants, et sur une période de 10 à 15 années. Vous avez aussi une chute prévisible des dépenses contraintes pour les ménages dans un secteur où c'est un vrai problème, je pense à l'énergie, je pense tout particulièrement aux dépenses d'essence. Vous avez également, pour Maurice, d'un point de vue même géopolitique et pas seulement économique, la question de l'indépendance énergétique totale, alors qu'aujourd'hui on est à plus de 85% de dépendance. Le salaire minimum à 10 000 roupies devient possible grâce à une des mesures nécessaires pour Maurice Verte, qui est la taxe carbone sur les importations. Parce que je précise, ça c'est fondamental, vous ne pouvez pas vous lancer dans une politique de transition écologique si dans le même temps vous laissez venir, sans mesure particulière vis-à-vis d'elle, les productions qui sont, pendant ce temps-là, importées et écologiquement irresponsables. Et donc, ce que vous pouvez mettre en place, c'est une taxe carbone sur les importations. Sur le marché intérieur, vous n'avez pas besoin de taxe carbone, il suffit de modifier les règles de production et de faire en sorte que les règles soient respectées. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose de plus compliqué que des nouvelles règles. Ça s'appelle la souveraineté. Bon, voilà. En revanche, vis-à-vis des productions qui arrivent, si vous ne mettez pas en place la taxe carbone sur les importations, ça veut dire très simplement que plus le produit qui arrive a été polluant à la production et polluant au transport, et plus il est taxé à l'arrivée. Ce qui rétablit, pour les productions de l'économie verte mauricienne, un level playing field, ce qui est quand même la moindre des choses. Bon. Mais cette taxe carbone, ça veut dire aussi que vous rendez à nouveau compétitif le tissu industriel, le tissu de l'économie primaire, le tissu de l'économie des services, etc., par rapport à tous ceux qui vous font du dumping massif. Et donc ça veut dire que dans ce contexte-là, l'argument « Ah, mais avec la compétitivité, vous comprenez, je ne peux pas mettre le salaire minimum à 10 000 », bah si, maintenant vous pouvez. Je précise parce que quand je parlais d'éléments concrets dans l'assiette des gens, ça, c'en est un mot, en termes de capacité à mobiliser beaucoup de monde là-dessus. Par ailleurs, il devient possible aussi, grâce aux recettes de cette taxe carbone, de financer quelque chose qui manque peut-être à l'arsenal des politiques publiques mauriciennes, les allocations familiales. Il y a un problème démographique, en termes de renouvellement des générations. Même quand on est pour une évolution raisonnable et raisonnée de la population, même en prenant ça en compte, il y a un problème. Moi, j'observe que, comparativement, les pays où il y a des systèmes d'allocation familiale et qui sont progressifs avec le nombre d'enfants sont des pays dont la natalité se porte plutôt très bien. Voilà. Alors, et pareil, là aussi, conséquences concrètes dans l'assiette. Sinon, ça ne marche pas. L'accroissement prévisible du bien-être collectif grâce à la baisse de la pollution, alors aussi bien la pollution structurelle, c'est-à-dire la pollution plutôt au niveau des activités industrielles, des activités massives, mais aussi la pollution ordinaire, sporadique, c'est-à-dire concrètement les gaz d'échappement qui se multiplient ici et là et que vous pouvez croiser tous les matins dans les embouteillages. C'est de ça aussi dont on parle, c'est ça aussi qui disparaît. Ou la prolifération des déchets dans telle ou telle portion de route, portion de rue, etc. Et puis une augmentation massive prévisible de la qualité alimentaire. Ça, c'est quelque chose à quoi beaucoup de gens peuvent être sensibles. Si le manger mauricien devient particulièrement qualitatif simplement en termes de santé, si vous voulez, on parlait tout à l'heure des pesticides, c'est a priori une bonne nouvelle. Alors sur le financement de ce plan, alors j'ai appris avec bonheur que la roupie mauricienne est indexée sur un panier de monnaies avec lesquels l'économie mauricienne a des liens privilégiés à l'importation, à l'exportation ou aux deux, le dollar, la livre sterling, etc. Ce qui veut dire que si vous utilisez le levier de la création monétaire, vous ne risquez pas, contrairement à d'autres pays qui le feraient, vous ne risquez pas que le cours de votre monnaie qui serait cotée en bourse se casse la figure parce que vous avez augmenté la masse monétaire totale en circulation. Moralité, vous pouvez donc pratiquer ce qu'on appelle le quantitative easing, en clair la création monétaire, pour faire de la relance budgétaire,
Et cette méthode permet, via donc une activité de quantitative easing par la Banque centrale mauricienne, de flécher ces créations sur ce plan de transition écologique, mais en faisant attention à l'étaler, j'insiste là-dessus, sur 10 ou 15 ans, cette fois-ci pour une autre raison qui est, vous vous rendez compte des menaces de déstabilisation d'une économie si la création monétaire elle est immédiatement colossale sur la totalité du budget nécessaire? Non, il ne faut pas faire ça. Il faut l'étaler, il faut le lisser sur une quinzaine d'années. Par ailleurs, il est important que ce ne soit pas un financement à 100% public. Il n'y a pas de raison de faire tourner au maximum possible la création monétaire quand vous pouvez faire appel à des capitaux privés. Et donc, le financement de ce plan doit faire l'objet d'un partenariat public-privé, avec donc un pourcentage d'investissement public et un pourcentage qui vient d'investisseurs privés qui peuvent être nationaux ou étrangers. Il me semble qu'il est préférable de faire d'abord un tour des investisseurs nationaux et ensuite d'élargir à des investisseurs étrangers. Mais ce type de modalité de financement, ça inclut de faire un business plan donc très clair, très précis, sur 10 à 15 ans, avec des étapes intermédiaires qui sont claires aussi, et un montant total qui est annoncé dès le départ. Il faut un pourcentage annoncé du financement public sur le total en disant le reste, ça va être du financement privé, et il faut donner les répartitions dès le départ. Et dans ce contexte-là, vous pouvez avoir l'arrivée d'investisseurs privés simplement parce que le programme étant particulièrement ambitieux et la rentabilité prévisionnelle du projet étant réelle. Et en plus de ça, le sérieux du projet par les paramétrages extrêmement clairs, extrêmement précis, montrant qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont en train de tirer des plans sur la comète et qui vont changer leur fusil d'épaule dans les 2 ans. Avec tous ces paramètres-là, la probabilité que des investisseurs privés soient partants est élevée. Bon, par contre, à contrario, si le business plan est rédigé sur un coin de table, que la répartition des tranches d'investissement est fantaisiste et que les objectifs sont particulièrement flous, bon, bien évidemment, dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner si personne se manifeste, c'est logique. Alors, pour revenir sur la question du repositionnement du Made in Maurice à l'export. Donc je vous le disais, dans ce contexte-là, vous avez une marque Île Maurice qui renvoie comme valeur tout simplement l'écologie, la responsabilité environnementale, le commerce équitable, comme la marque suisse renvoie au perfectionnisme. Alors à cela s'ajoutent certains impacts dans votre économie de l'application de ce plan, à savoir, oui, ça suppose, petite parenthèse, ça supposerait de rétablir la direction du plan en fait, qui a été supprimée de mémoire. Alors, ça suppose aussi des opportunités créées du fait des effets secondaires du plan. Je vous prends un exemple. La question de l'objectif des 100% d'énergie renouvelable. Vous allez être conduit à mettre en place non pas nécessairement des inventions, mais certainement des innovations. Je vous prends un exemple. Des bateaux de pêche qui ne sont pas à essence, c'est une innovation intéressante. Oui, une innovation, une fois que vous l'avez pour vous dans le cadre de votre transition écologique, c'est une innovation qui se vend. Parce que l'intérêt d'un bateau qui est non polluant, certes, d'un point de vue moral, c'est intéressant, mais surtout du point de vue de la consommation d'essence et donc du coût, c'est beaucoup plus, ça l'est encore plus. Et il peut y avoir un marché pour ça. Par ailleurs, il y a un potentiel, grâce à ça, pour accroître les exportations du fait de cette valeur-là affichée, mais il y a aussi quelque chose de plus prosaïque, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de grandes marques aujourd'hui à l'international qui se positionnent ou qui veulent se positionner sur la valeur écologiquement responsable et qui vont avoir besoin de sous-traitance. Et si l'île Maurice se spécialise tout entière dans la transition écologique et dans la responsabilité écologique, alors, mécaniquement, vous pouvez développer un business spécifique qui est d'être le sous-traitant écologiquement responsable de ces grandes marques qui veulent afficher ça. Puisque c'est un marché en expansion dans les différentes... qu'on peut voir dans n'importe quelle grande surface maintenant dans un certain nombre de pays du Nord. Vous voyez ? Donc ce marché-là est en croissance. Par ailleurs, en termes de boîte à outils, alors j'ai cité tout à l'heure la taxe carbone à l'import qui permet à la fois de rendre viable le salaire minimum porté à 10 000 roupies et la création des allocations familiales sur le produit de cette taxe. Alors, un outil qu'on peut utiliser pour n'importe quel objectif que j'ai donné, les zéro déchets, l'agriculture raisonnée, etc., c'est le concept en économie qu'on appelle les taxes pigouviennes. Les taxes pigouviennes, ça consiste
à taxer ce que vous considérez comme négatif pour subventionner ce que vous considérez comme positif. Et donc, dispositif très simple qui permet de rendre viable beaucoup des mesures et des objectifs que je viens de donner. Par exemple, sur la consommation de viande dans l'île Maurice, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, vous taxez la viande qui est produite de manière écologiquement irresponsable, et ça vous permet de subventionner la viande qui est écologiquement responsable, et donc de faire baisser son prix. Autre exemple, les hôtels. La sanction financière, elle est sur les hôtels qui se comportent de manière irresponsable en termes de pollution, et ce qui vous permet de donner des subventions aux hôtels écologiquement responsables, ce qui leur permet, eux, de baisser leur prix et donc d'être compétitifs malgré des efforts qui leur coûtent. Vous annulez, ou vous annulez au moins en partie, voire même vous surcompensez le coût de leur effort. Alors, j'insiste sur un point, j'ignore pourquoi, mais le levier des taxes pigouviennes, qui est finalement l'équivalent pour adultes de la carotte et le bâton quand on est petit, en fait, à ce jour, c'est le levier incitatif manifestement le plus efficace disponible dans les politiques économiques. Quand c'est si tu fais ça, t'es puni, et si tu fais ça, t'as une subvention, c'est le dispositif qui marche le mieux. Ça marche mieux que la subvention tout seul, ça marche mieux que la punition tout seul, et ça marche beaucoup mieux que la réglementation toute seule. C'est comme ça. J'ai pas d'explication, c'est un constat. Alors, il y a même eu des cas, dans certains pays, c'est arrivé notamment en France d'ailleurs, il y a même des cas où le bonus-malus a si bien marché qu'il y a eu trop de gens qui ont fait tout de suite l'attitude vertueuse par rapport au paramétrage initial. Donc ça, c'est amusant. Ça peut nécessiter des reparamétrages réguliers d'ailleurs. Hein. Vous ne gardez pas au fil des années exactement les mêmes seuils sur qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui est négatif, parce qu'au fur et à mesure que les gens s'adaptent, vous devez remonter la barre. Il faut le prévoir, ça. Alors, utilisez donc un certain nombre d'initiatives locales qui existent déjà. J'ai cru comprendre qu'il existe déjà des vélos électriques dans le sud de l'île Maurice, si j'ai bien suivi. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont bonnes à savoir, pour éviter de réinventer la roue quand ça existe déjà. Un petit Larsen pour la route. Par ailleurs, il y a la politique de certification, bien sûr. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la question des pesticides, des fermes pilotes qui sont déjà conduites. Il y a un enjeu particulièrement important en matière agricole, c'est la question de la souveraineté sur les semences. Sujet fondamental, bon, suffisamment connu, donc je n'ai pas besoin de détailler, je suppose. Sur la façon d'arriver à l'électricité 100% renouvelable, donc grâce aux subventions, grâce aux prêts aidés, grâce aux exonérations fiscales, eh bien, cette électricité peut être faite par autoproduction avec 3 niveaux: centralisé, semi-centralisé et décentralisé. Alors le plus décentralisé, c'est simple, c'est d'aider par les subventions, les prêts aidés, les exonérations fiscales, le fait d'avoir de la construction de panneaux solaires, par exemple. C'est pas le seul exemple, hein, j'insiste, il n'y a pas que le solaire dans la vie, mais d'aider la construction de panneaux solaires au niveau des ménages. Mais ça suppose aussi d'avoir des niveaux plutôt semi-centralisés, où ce sont des structures collectives d'autoproduction d'électricité qui vont être au niveau du quartier ou au niveau des locaux, des installations d'une grande entreprise ou d'un pool de grandes entreprises. Ça peut être aussi beaucoup plus centralisé, c'est-à-dire des structures de production d'énergie renouvelable qui, elles, font l'objet de mesures centralisées, nationales, avec un plan d'action, voilà, etc. Le bon gros truc bien cargo, quoi. Qui a comme inconvénient que c'est la façon la plus lourdingue disponible d'agir, et que si vous vous gourrez au niveau central dans l'évaluation des besoins, il va falloir tout refaire derrière. C'est pour ça qu'à choisir, il vaut mieux favoriser les dispositifs sporadiques d'autoproduction par les particuliers, par les entreprises, par les groupes de particuliers, un immeuble par exemple, ou par les groupes d'entreprises. La question est d'avoir un mix énergétique. Hein. Le tout solaire, c'est une utopie. Hein. Mais donc, vous avez le solaire, la biomasse, le biocarburant, pour pouvoir arriver, en combinant tout ça, à atteindre progressivement le palier des 100%. Sur la question des transports, se pose la question, effectivement, des voitures électriques, des voitures à biocarburant. Alors, il y a aussi la question peut-être potentiellement moins coûteuse en termes de travaux, du tramway plutôt que du métro. C'est une idée, hein, c'est juste une piste comme ça. Hein? C'est un tramway maintenant? Parce que j'ai entendu métro, moi, j'ai pas compris. D'accord.
Ils ont appelé ça métro pour la surface? En fait, il y a des pays même où ça s'appelle trolleybus. Dans les pays de l'Est, par exemple, ils appellent ça trolleybus. Oui, voilà. Donc du coup, à partir du moment où il y a métro aérien, l'avantage de ce type de transport en commun, en les développant un maximum, c'est que ce sont par définition des transports électriques. Mais après, comment vous produisez votre électricité? Parce que si votre électricité dépend de centrales à charbon, on n'a pas vraiment fait avancer le schmilblick. Alors, ce qui suppose, dans le cas des voitures, le développement d'un réseau de stations de recharge électrique, et puis aussi de développer des... Alors, je vais être très clair là-dessus. On est bien d'accord que quand vous avez comme objectif de vous débarrasser progressivement des voitures à essence, vous êtes bien en train de rendre obligatoire, progressivement, vous êtes en train de rendre obligatoire la consommation de voitures pas à essence. C'est du bon sens. Bien. Mais donc, dans ce cas-là, si vous faites cette politique-là et que dans le même temps, si vous faites cette politique qui crée une consommation obligatoire, et qu'en même temps, vous ne développez pas la filière de production chez vous, c'est complètement idiot. On est d'accord? D'où la nécessité de développer une filière de production de ce type de voiture en parallèle de la mise en place progressive de l'obligation de cette consommation. Ça me paraît logique. D'où la nécessité de créer des unités d'assemblage des fameuses voitures vertes, et une manière amusante en termes de développement territorial de le faire avec incitation fiscale, c'est tout simplement de les autoriser à s'installer dans le port franc. Il y a des pays qui font ça, hein, où de facto votre activité industrielle est détaxée, et pourquoi est exonérée de taxes, et pourquoi? Simplement parce qu'elle a été installée physiquement dans le port franc. C'est fait par exemple dans la Jafza, pour ceux qui connaissent, c'est à Dubaï. Alors ils le font avec autre chose, hein, ils le font avec des usines de cigarettes, mais c'est un autre sujet. Alors, j'ai parlé des toitures solaires, je n'y reviens pas. Il y a la question des normes de construction, de modifier les normes de construction pour que soit les nouveaux bâtiments qui sont construits consomment peu, soit qu'ils produisent de l'énergie, et c'est prévu dès les plans. Bon, il y a la question, bien sûr, du développement des amendes envers les actes individuels de pollution, par exemple les jets de canettes, etc. Bon, c'est vraiment un changement de mentalité, donc il faut voir la faisabilité de ce type de changement, mais il me semble que si on est dans le contexte d'un mouvement collectif massif de transition écologique, a priori, ce type de mesure peut passer dans ce cadre-là, pas isolément, mais dans ce cadre-là général. On peut avoir également des logiques de type taxe pigouvienne, que je mentionnais tout à l'heure, sur les produits de consommation intérieure, et donc une incitation à la consommation verte par les particuliers. Encore une fois, si c'est écologique, certes, mais surtout moins cher que la production écologiquement irresponsable, oui, il y a des chances que le consommateur fasse le geste qu'il faut, puisque vous l'avez fléché par un incentive. Par ailleurs, il faudrait sans doute faire un audit de toutes les initiatives des associations et ONG qui existent déjà à l'heure actuelle au niveau de l'île Maurice, pour pouvoir reprendre et généraliser ou aider ce qui marche, en particulier toutes les initiatives qui sont déjà prises sur le terrain pour limiter la prolifération des déchets. D'ailleurs, il a été suggéré dans nos travaux de ce matin de lancer un grand concours national des meilleures initiatives qui existent déjà, simplement pour les récolter et en avoir connaissance, et puis accessoirement récompenser et rendre public le classement des 10 meilleurs, que ce soit les ménages, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, et on l'oublie souvent, que ce soit les administrations, qui il y en a, ayant pris des initiatives locales qui permettent d'améliorer la situation. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que le destin de Maurice n'est pas nécessairement d'être un producteur poubelle de plus. Rien ne l'oblige à choisir ce chemin. Que l'avenir de Maurice n'est pas nécessairement une catastrophe à l'islandaise, que le futur des Mauriciens qui sont majoritairement en bas de la pyramide, ce n'est pas nécessairement de travailler dur avec zéro chance d'ascenseur social pour eux ou pour leurs enfants, que pour les jeunes diplômés, il n'est pas écrit d'avance qu'ils soient destinés soit à être chômeurs, soit à la frustration dans un emploi surdiplômé, où ils sont surdiplômés, et que pour les entreprises, il n'est pas écrit qu'ils soient condamnés soit au nivellement par le bas, soit à crever. Maurice Verte, ça permet de devenir numéro 1 mondial de l'économie verte et donc de devenir numéro 1 mondial quelque part. Ça donne du boulot à peu près à tout le monde pour au moins une quinzaine d'années. Et c'est un grand objectif à la fois écologique et de cohésion sociale pour unir les Mauriciens. Et donc en conclusion, je voulais simplement vous rappeler cette citation bien connue de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je vous remercie. Merci Thomas. Juste un petit mot personnel. Donc, on a eu un débit de Thomas aussi rapide ce matin et il nous a envoyé beaucoup de lourd. Il faut prendre le temps de digérer, mais en tout cas,
Une chose est certaine, c'est que ce matin, chez les industriels, il y avait un appétit et un grand intérêt parce que c'est cohérent. C'est un plan qui nous est proposé, qui est très cohérent. Chaque brique est importante. Et ça nous sort je dirais, de la situation anxiogène où on subit effectivement les excès d'une mondialisation qui est finalement malheureuse, pas parce qu'elle est intrinsèquement malheureuse, mais qu'est-ce qu'on en fait, notamment par la financiarisation des activités. Donc voilà, nous sommes encore en mode digestion, ingestion, comme vous, de ce que vous avez entendu. Et je vais maintenant laisser la place à la contradiction, aux questions. Nous avons des économistes, nous avons des banquiers, nous avons des promoteurs de tourisme, nous avons des syndicalistes, nous avons des plateformes environnement, nous avons des retraités qui rentrent au pays, nous avons des CIO. Voilà, donc il y a un bon panel. Nous avons le BOI, merci Vinay d'être là. Nous avons un bon panel pour pouvoir brainstormer, apporter de la contradiction, apporter de l'eau au moulin et réagir. Voilà, qui c'est qui se lance? Ah, j'étais sûre. J'osais pas t'offrir la parole, mais ça m'étonne pas. Oui, bonsoir. Oui, Eric Ning est économiste. D'abord, félicitations pour cette très belle intervention de votre part. Et je veux seulement corriger une inexactitude. C'est que la roupie n'est plus annexée sur le panier de devises depuis bien longtemps. Nous sommes dans un régime... Plusieurs personnes me l'ont dit, ça m'étonne ce que vous dites, mais ok, d'accord. Oui, et vous avez été mal informé, parce que nous sommes dans un régime de change flottant, et, sauf que la Banque de Maurice fait de la gestion des changes. C'est-à-dire que la Banque de Maurice intervient de temps à autre sur le marché domestique des changes pour corriger les excès de volatilité de la roupie. Donc, on est dans un régime de change flottant. Deuxième chose, oui, vous proposez une politique d'assouplissement quantitatif. Cela se fait sourire dans le contexte actuel où on a en fait un gros problème d'excès de liquidité. Donc, si on est déjà inondé par des liquidités, on ne peut pas ouvrir le robinet davantage. Bon, sinon, passons. Sinon, moi, je voulais vous demander, vous nous dites qu'il faut aller vers le 100% renouvelable. À l'heure actuelle, seulement 23% de la production électrique sont faits à partir des sources renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous citer un pays dans le monde où ils ont réussi, ils ont actuellement le 100% renouvelable? Un pays ou une île quelconque où il y a le 100% renouvelable. Citez-nous un pays. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous éclaircir davantage sur ce concept de dumping fiscal? C'est très intéressant, mais j'aimerais connaître davantage sur ça, surtout que nous sommes à une semaine du budget. Merci. On répond à chaque question? Bah oui, du coup. Sur le fait que la roupie ne soit plus indexée sur un panier de monnaie, d'une part, je suis surpris, mais je vous crois volontiers sur parole. C'est simplement que j'ai eu 3 à 4 personnes différentes qui m'ont dit exactement la même chose, donc manifestement leurs données n'étaient pas à jour. Tant mieux si les vôtres le sont. Il me semble dans ce cas-là que, d'une part, c'était une erreur d'avoir, à mon sens, abandonné cette indexation, puisque l'économiste Williamson est, sauf erreur de ma part, le père de ce concept de monnaie fonctionnant sur un panier de différentes monnaies, ce qui est donc une source de stabilité, potentiellement. Moi, j'adhère à ce raisonnement-là, et donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis en place ce système à l'époque. Ça n'invalide pas nécessairement la question de la relance par création monétaire, à partir du moment où cette création monétaire est orientée sur le marché intérieur. Et qu'à partir du moment où, à l'extérieur, vous m'accorderez que la roupie mauricienne n'est, sauf erreur de ma part, ne fait pas partie des grandes monnaies pouvant être déstabilisées par une variation
significative de la masse monétaire totale à l'extérieur de l'île. D'accord? Si c'est essentiellement utilisé sur le marché intérieur, le raisonnement reste valable, enfin je pense. Par ailleurs, sur la question de l'inondation de liquidités, donc impossible de faire davantage. Mais il ne s'agit pas d'arroser de liquidités des acteurs privés et de compter ensuite sur eux pour en faire quelque chose. Là, toute la différence, c'est que vous les orientez directement vers des dépenses et dont l'exécution est garantie. Donc moi, ma réponse à votre objection, que je comprends parfaitement d'un point de vue technique, si vous voulez, c'est qu'il y a une différence entre la monnaie qui va être stockée dans une trappe à liquidité, du fait de sa non-utilisation par ceux à qui vous la distribuez, ça c'est une chose, et c'en est une autre d'avoir une création monétaire qui est directement fléchée sur des dépenses programmées, planifiées, garanties. Donc ce serait ça mon objection, simplement. Excuse-moi, oui, si je permets. On ne peut pas envisager que l'excès de liquidité soit fléché vers un projet? Alors, on peut, c'est justement ce dont je parlais, c'était mon point suivant en réalité, c'était de dire, l'autre aspect étant, je mentionnais tout à l'heure, il y a un socle de financement du projet qui est un financement public par création monétaire, et s'ajoute à ça un financement privé, et ce financement privé est d'abord fait en faisant appel au financement disponible au niveau de l'économie mauricienne, et ensuite un tour de table au niveau des financements étrangers possibles. Attendez juste, je voudrais terminer mon raisonnement. Et donc, effectivement, s'il y a déjà de la liquidité inemployée dans le secteur privé, cette liquidité inemployée peut être utilisée dans le partenariat public-privé de financement du plan que je viens de vous décrire. Donc on peut en fait en réaspirer toute une partie, me semble-t-il, d'un strict point de vue logique, si elle n'est pas utilisée. Après, sur le 100% d'énergie renouvelable, est-ce que ça existe déjà quelque part? Non, raison pour laquelle j'ai dit au début de la présentation que si l'île Maurice le fait, elle sera la première à le faire et deviendra donc numéro 1 mondial de la transition écologique. C'est tout l'intérêt en fait. Ma proposition serait moins intéressante s'il y avait déjà un pays qui l'avait fait. En revanche, ce qui existe, c'est une accumulation d'initiatives éclatées dans différents pays qui montrent que chaque aspect que je décris peut être possible. Par exemple, quand je parle de pêche raisonnée, en faisant donc attention, en mettant en place toute une politique pour qu'il n'y ait pas des bateaux extérieurs qui fassent finalement du pillage des ressources en matière de pêche, et que pendant ce temps-là, il y ait des activités de pêche éco-responsables de la part des bateaux de pêche du Costa Rica. Le Costa Rica fait ça, par exemple. Ils ont même développé, j'ai appris ça ce matin, je l'ignorais, c'était une intervention d'un des participants aux ateliers de préparation. Il y a un cas où, en fait, ils ont même réussi apparemment à rendre rentable une activité touristique qui est la pêche sportive avec obligation de relâcher le poisson ensuite. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple d'initiative qui existe. Autre exemple, la Tanzanie, en matière d'écotourisme, est un pays pionnier bien connu puisqu'ils ont mis en place délibérément une politique qualitative en la matière, etc., etc. La taxe carbone, elle est pratiquée par la Suède. Enfin bon, il y a d'autres exemples qui existent. Mais un 100% d'énergie renouvelable, un 100% de transition écologique, parce qu'il n'y a pas que l'énergie renouvelable, il y a toute la transition écologique, hein, c'est encore plus large. Non, ça n'existe pas. Ce qu'on a, c'est différentes pièces du puzzle sont éclatées entre différents pays, mais il n'y en a pas encore qui ait fait tout le puzzle en allant au bout de la démarche. Et donc c'est tout l'intérêt, je crois. Sur la question du dumping fiscal, enfin, donc le dumping fiscal, c'est quand un pays décide de miser sur l'écrasement maximal de sa fiscalité pour développer un avantage concurrentiel, c'est tout. C'est donc l'écrasement de la fiscalité sur l'investissement, l'écrasement de la fiscalité sur l'épargne, voire même d'aller progressivement vers des politiques d'élimination des taxes sur certaines catégories, mais en surchargeant la barque pour d'autres. Je vous prends un exemple, le Luxembourg est un bon exemple de ça. Le Luxembourg, eux, ils sont allés même jusqu'à pratiquer du quasi zéro d'impôt, à condition que le siège de la multinationale s'installe chez eux. Voyez. Donc il y a le dumping fiscal, il y a le dumping social, qui consiste à pratiquer le droit du travail le plus dégradé possible, voire même des conditions s'apparentant à l'esclavage moderne, je pense au Bangladesh. Le Rana Plaza, il y a quelques années, a rendu évident ce qui était quand même relativement connu. Et le dumping écologique, c'est tout simplement de produire les choses en polluant comme un cochon et de transporter les choses en polluant encore plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, je crois, mais dites-moi. Une petite remarque, le dumping fiscal, chez nous, ça s'appelle l'attractivité fiscale. Oui, alors, il y a un... Oui, alors... Notre banquier nous dit compétitivité, pardon. Oui, et être critique sur le modèle d'ouverture sauvage, c'est être contre la liberté de commerce. Oui, tout ça, c'est une bataille sémantique.
Bonjour, Audrey Dottement, RSE d'un groupe privé, Rogers. Bonjour. J'ai l'impression que vous êtes de notre société civile. Tout ce que vous avez dit, Merci. c'est un résumé de ce que les ONG et les groupes de think tank disent depuis les 5 dernières années. Bah, moi, Tout ça. j'ai essayé en fait d'aller Mais au c'est maximum bien dans dit. le sens des travaux qui existaient déjà. C'est un peu idiot de réinventer la roue alors qu'il y a des choses made in Maurice au Ouais. niveau intellectuel qui sont déjà sur la table. Mais vous le dites tellement mieux et avec votre c'est gentil, diplôme, merci. on l'entend tellement mieux quand on est économiste. C'est gentil. Donc merci pour ça. J'espère vraiment que ceux qui sont ici l'ont entendu et que dans une semaine, quand on leur demandera de commenter le budget, ben, ils penseront à ce que vous avez dit. Merci, Parce c'est gentil. qu'il manque vraiment cet idéal collectif. Et bien sûr, il n'y a pas d'idéal individuel. Il n'y en a plus, on tourne en rond. Et alors que finalement, on en a un. Il est déjà là, il est déjà dans le pays. Les ONG sont là, ils ont proposé, j'en vois un devant moi, derrière, là, qui parle bien fort, un certain Yann, qui a proposé ce que vous dites par rapport aux investissements individuels pour l'énergie, etc. Maurice Île Durable, c'était ça. C'était ça, au fait, ce dialogue. Absolument. On a entendu tout ça dans Maurice Île Durable. Il faut le retirer. On l'appellera comme on veut, s'il faut, mais retirons-le du tiroir parce qu'il est magnifique. Par contre, j'avais une question sur, j'ai entendu, danger d'éclatement de la bulle financière. Vous pourriez le dire comment, à Maurice, de ce que vous avez vu, quelle bulle? Parce que moi, je la sens, cette bulle grossir, et j'aimerais bien savoir quand elle va me péter à la figure. Ah non, je ne peux absolument pas vous donner une date, ça c'est pas possible. Des idées de comment ça peut arriver. Comment ça peut arriver? En fait, des politiques d'investissement, enfin comment dire, je vous donne un exemple typique de ce qui pourrait se produire. Une telle accumulation d'investissements au regard des capitaux propres disponibles et au regard du niveau d'endettement accumulé, qu'à un moment donné, votre niveau de surendettement par rapport à vos prises de participation, ce n'est plus soutenable, tout simplement. C'est ce type d'exemple. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la métaphore de la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. Alors c'est valable quand on essaye de copier Singapour, mais c'est tout un état d'esprit aussi qui peut se développer dans tel ou tel pan du secteur financier. Vous savez, le tremplin pour l'Afrique ou ce genre de choses. Voilà, ce type de discours où on avait quelqu'un aussi, je ne sais pas s'il est encore là, ah ben non, il était là ce matin, donc un économiste, qui me disait que la situation actuelle au niveau du développement financier, il m'expliquait ça en fait en marge de nos travaux de ce matin, que le développement du secteur financier en fait était de plus en plus déconnecté de l'économie réelle hors finance, en termes de choix stratégiques, en termes d'arbitrage et même en termes d'état d'esprit général. Et sur le niveau d'endettement, je ne sais pas si qu'est-ce qui est le plus dangereux. Est-ce que c'est le niveau atteint par la dette, par la contraction du pouvoir d'achat des ménages, qui est un facteur de déstabilisation d'une économie, clairement. Est-ce que c'est le niveau de la dette privée au sens secteur privé en général, secteur financier en particulier, ou est-ce que c'est l'évolution de la dette du secteur public, ou alors, comment dire, la dette qui est une dette publique, mais comme c'est contracté par une banque, on disait, comme disaient les enfants, vous savez, on disait que c'était une dette privée, même si en fait c'était une augmentation de la dette publique. Voilà. Donc, je ne sais pas lequel de ces icebergs, si vous voulez, serait le premier à être croisé, je ne sais pas. Sachant que les caractéristiques des grandes crises financières modernes, c'est que vous savez qu'à un moment donné, ça pète. En moyenne, c'est tous les 10 ans. Vous savez qu'à un moment donné, ça pète, mais vous ne savez pas quand et vous ne savez pas quel va être ce déclencheur. Et après coup, vous pouvez vous demander légitimement, mais pourquoi c'est ça qui fait péter alors qu'avant, il s'est passé ça qui c'est plus grave, ou etc. Vous voyez ? Il y a la prévision, pour moi, la prévision de qu'est-ce qui pète, quand, pourquoi. Moi, je ne m'essaye pas à cet exercice. Ce qu'on peut détecter, on ne peut pas détecter l'étincelle. On peut constater la poudrière, vous voyez ? Et donc, moi, je me contente de constater la poudrière. Après, quelle est l'étincelle qui déclenche? Je préfère ne pas inventer un savoir que je ne possède pas, vous voyez ? Donc ça, je ne sais pas. Je vous en prie. Monsieur, vous êtes à la table de la presse. Je m'appelle Kamel Cheveux-Corrie du journal Le Défi. Ma question Bonjour, monsieur. oui, ma question est très simple. Si on ajoute la dette publique et le crédit accordé au secteur privé, incluant les particuliers, ça vous fait à peu près 133% du PIB. Est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que c'est devenu un niveau ingérable?
Alors, on sort du propos spécifique de cette présentation, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Vous avez bien dit que c'est le cumul de la dette publique et privée. Donc, en fait, ne serait-ce qu'au niveau de la dette publique, mais aussi de la dette privée, si on atteint ce total, ça veut dire que l'un et l'autre, pris séparément, sont en dessous des niveaux considérés comme inacceptables pour des économies beaucoup plus riches. Hein, je précise. Après, la question de l'acceptabilité est moins importante que la question de la soutenabilité. Et la question de la soutenabilité, c'est essentiellement quelle est l'évolution de votre taux de croissance par rapport à l'évolution de vos taux d'intérêt, de remboursement de dette publique d'une part, remboursement de dette privée d'autre part. Si votre taux en résumé, si votre taux de croissance est significativement devenu plus bas que vos taux d'intérêt, là vous avez un problème parce que vous êtes dans ce que les économistes appellent l'effet boule de neige de la dette, et donc ça ne va faire que s'accroître et ça va nécessairement vous péter la figure. Donc je ne connais pas personnellement les taux d'intérêt en question, d'autant plus qu'ils sont variables. Hein, bon. Mais si jamais il y a un écart substantiel entre ces deux données, il y a un danger. Contrairement à ce que j'entends beaucoup, la question n'est pas le montant accumulé, la question est le spread des taux d'intérêt par rapport, l'écart des taux d'intérêt par rapport au taux de croissance. C'est ça la question fondamentale. Alors l'avantage avec concrètement, par exemple, si on a un taux de croissance de 3,5 et que les taux d'intérêt du marché sont plutôt à 6, hein, j'aurais dit 6. Eric? Oui, absolument, c'est taux d'intérêt réel, vous avez raison de le dire, absolument. C'est-à-dire on ne veut pas être trop technique, mais il y a la question de l'inflation. 4,5 Moins. 3,5. Bon du trésor. 5. Donc la question de la Oui, la question de la... Donc la question de la soutenabilité de la dette, et vous avez raison d'insister et de souligner 2 fois taux d'intérêt réel, effectivement, c'est l'écart entre les taux d'intérêt réels et où en est votre croissance. C'est ça la question fondamentale et pas vraiment le niveau de la dette en elle-même. Sachant que, tout de même, si vous êtes dans un programme d'investissement qui est dont l'amorçage, enfin pardon, pas l'amorçage, mais dont le socle provient des ressources publiques par la création monétaire que je mentionnais tout à l'heure, le problème se pose moins, surtout si vous ajoutez à ça un tour de table dans les partenaires privés qui sont préalablement, prioritairement des investisseurs privés mauriciens. Parce que dans ce cas-là, vous êtes dans une dette qui reste chez vous et donc le problème qui est posé n'est pas celui de se mettre dans la main de créanciers étrangers. Vous voyez, c'est l'avantage de cette façon de procéder. Et là, en l'occurrence, ce dont je me suis inspiré, c'est du modèle japonais. C'est-à-dire que les Japonais, ils ont un niveau qui est épouvantable de leur dette publique. Mais pourquoi ça passe? Parce qu'en réalité, c'est une... Chez eux. Ça reste... Les créanciers restent en interne très majoritairement, et donc ça ne pose pas ce problème-là. Donc pardon, la réponse est un peu technique, mais fondamentalement c'est ça. Oui, bonjour Anne-Robert. Bonjour madame. Je ne vais pas rentrer dans la technicité parce que je ne maîtrise pas trop. En revanche, pour avoir suivi un peu la question écologique et économique et le lien entre les deux, quand le GIEC a préparé le rapport donc, en prévision de la conférence de Paris, ils ont émis un communiqué avec, un peu illisible pour le commun des mortels. Malheureusement, oui. Voilà. Qui disait qu'il fallait éventuellement réduire le taux de croissance de, j'ai pas les chiffres, hein, un petit peu chaque année, ce qui faisait en fait, il y a eu une polémique avec des économistes qui n'avaient pas compris, mais ils se sont expliqués en disant qu'il faudrait que dans 30 ans, la croissance mondiale arrive à 0. Alors, donc là, vous êtes en train justement de parler de croissance et de nécessité de créer de la croissance pour payer l'endettement. Quelle est votre opinion de ça? Et est-ce qu'on a besoin justement maintenant de regarder ces chiffres de croissance, ou il faudrait regarder justement par projet, par activité ponctuelle? C'est plutôt celui-ci guidé comme ça. Alors, moi, j'ai travaillé sur un scénario de croissance verte et non pas de décroissance. Ce sont 2 sujets effectivement différents. La croissance verte, c'est d'avoir comme approche une activité dont le développement est écologiquement soutenable et même, en l'occurrence, fait baisser, a priori, l'empreinte écologique de l'activité économique de l'île. Vous voyez ? Donc on est à la fois dans une croissance économique par rapport aux indicateurs habituels, mais dans une baisse des impacts négatifs environnementaux.
En revanche, le scénario sur lequel j'ai travaillé n'est pas un scénario de décroissance, c'est-à-dire une baisse pure et dure de la consommation de biens et de services. Donc, il me semble qu'à chaque jour suffit sa peine et que si on atteint le 100% d'économie verte, on n'aura déjà pas démérité. Donc il faudrait donc toujours continuer à regarder la croissance. C'est pas. Je pense, en fait, les deux approches sont possibles, mais comment dire, quand on parle d'un pays qui est quand même significativement plus pauvre que la moyenne, parler de décroissance à des pays du Sud, je pense que c'est pas forcément la bonne façon d'avancer sur la voie de politiques écologiquement ambitieuses. Et donc je préfère, au moins dans le cas des pays du Sud, la question de la transition écologique d'une économie de croissance et donc de croissance verte. En revanche, la problématique de la décroissance, je préfère en parler aux États-Unis, vous voyez, à choisir. Hein ? Mais si, ça supposerait que dans un premier temps, ils arrêtent d'élire n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Rollo Ligiani, vous connaissez visiblement bien la situation mauricienne. Je serais curieux de connaître votre opinion sur les possibilités pour l'organisation du tourisme à Maurice de shifter vers... Vous nous encouragez à aller vers un modèle exemplaire dans le domaine d'économie durable. Le business, le secteur touristique s'est construit depuis une quarantaine d'années à Maurice, pas véritablement, c'est le moins qu'on puisse dire à mon avis, sur ces orientations-là. Vous avez cité l'exemple du Costa Rica, de Tanzanie, des pays qui sont effectivement assez exemplaires dans ce domaine, mais où on est parti d'emblée vers ces orientations-là. Est-ce que vous pensez qu'un shift, parce que nécessairement il faut véritablement shifter et sans doute radicalement le système, les orientations du tourisme à Maurice, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment, selon vous? Merci. Alors, je ne veux pas répondre par un plan complet et exhaustif, parce que ça aurait supposé, en fait, de travailler ce dossier spécifiquement. De manière approfondie, veux-je dire. Néanmoins, si je devais désigner une priorité, à titre personnel, je partirais sur les taxes pigouviennes appliquées à l'hôtellerie-restauration destinée au tourisme. C'est-à-dire, vous subventionnez l'hôtellerie-restauration qui fait des efforts substantiels en matière écologiquement responsable avec le produit de taxe sur l'hôtellerie-restauration qui reste sur l'ancien modèle. Et vous augmentez graduellement au fur et à mesure. Voilà, vous m'avez compris. Donc il y a un mécanisme de transvasement qui s'opère. Et à mon avis, déjà, ça, ce serait pas mal. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la politique d'achat de l'alimentation destinée aux touristes par l'hôtellerie-restauration. Est-ce qu'ils achètent ou pas de l'agriculture raisonnée? Quel est leur comportement en matière de pollution des différentes baies de l'île dans les activités nautiques qui sont généralement proposées? Enfin, généralement, j'abuse un peu, mais souvent. Enfin, c'est quand même le modèle type, hein, il me semble. Quelle est la politique utilisée en matière de traitement d'eau? Quelle est la politique en matière de recyclage, etc., de tri des déchets, etc., etc. Si vous mettez déjà tout ça en place dans matière d'hôtellerie-restauration, il y a matière... Et en plus, ça devient un argument... J'insiste là-dessus, c'est un argument touristique, par les temps qui courent. Et j'ajoute aussi, en termes de fierté, si vous voulez, disons-le, de fierté nationale par rapport au fait de faire quelque chose qui est un objectif galvanisant, il faut bien se rendre compte que si Maurice devient le premier pays, pas nécessairement à atteindre, mais en tout cas à essayer sérieusement d'atteindre le 100% d'économie verte, il faut se rendre compte que, en fait, dans un exposé d'étudiants en enseignement supérieur sur le développement durable, ça deviendra une figure parfaitement normale et quasiment systématique de citer le cas de l'île Maurice, en termes de rayonnement concret, vous voyez. Ça veut dire aussi qu'un certain nombre d'experts ou d'économistes qui travaillent sur la transition écologique vont faire le déplacement à l'île Maurice pour regarder ce que vous faites. Ça veut dire ça aussi. En termes d'image, si vous voulez, si je développe la chose, dans l'écotourisme et dans la transition écologique du secteur de l'hôtellerie-restauration, il y a cette dynamique-là aussi qui est la démarche, pardon de le dire, mais de marketing écolo, si vous voulez. Et ça joue, il faut le prendre en compte, je crois. Sinon, le commerce équitable ne marcherait pas, en réalité, dans les rayons d'un certain nombre de pays du Nord. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière suffisamment précise. C'est bon? D'accord. J'ai deux questions. Taxe carbone, quelle va être la réaction d'après vous de l'OMC? Et surtout, les pays qui nous exportent leurs produits, qui sont aussi là où on exporte nous. Par exemple, on prend le pays de M. Trump aujourd'hui.
qui nous exportent des choses, on met une taxe carbone sur ces produits. Nous, on exporte beaucoup de textiles sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement pas nous laisser faire, nous, un petit pays. Deuxième question, c'est, j'ai quand même l'impression que vous me disiez beaucoup que nos produits vont se vendre parce que ça va être des produits verts. Hein, produits verts, enfin je ne sais pas comment on va les appeler, mais... Oui, le positionnement de la marque Maurice, oui, tout à fait. Alors vous pensez que les gens, dans les pays où on exporte aujourd'hui, États-Unis, Europe, tout ça, sont prêts à payer un premium pour ça, pour le verre? Parce que aujourd'hui, bon, je parle aussi de textile encore une fois, qui est une de nos grosses exportations. Est-ce que les gens vont être prêts à, surtout pas que la quantité aussi, hein, c'est pas acheter quelques chemises vertes, mais la quantité qu'on produit en millions, est-ce qu'eux ils sont prêts à le faire? Peut-être troisièmement, deux pays aussi pourraient le faire. Hein. Donc ça marche. S'il y a des pays qui le font. Non, pardon, c'est juste, c'est une taquinerie. Ouais. Alors, ça pollue, tout ça. Mhm. Je ne sais pas quel avantage l'export de carbone aura de nos exportations. Oui. Ah mais c'est tout à fait compréhensible de se poser ce type de questions parce que ça a l'avantage d'être des questions pratiques et non pas de... On n'est pas en train de faire de l'idéologie, là, on est dans le concret, donc c'est très bien. Moi, ça me va. Donc, sur la question de la taxe carbone par rapport à l'OMC, on a le droit, je ne peux pas être plus clair. L'accord fondateur du GATT, contrairement à ce que j'entends beaucoup, autorise les taxes anti-dumping en général, et la taxe carbone en est une, puisque c'est une taxe anti-dumping écologique. J'ajoute par parenthèse que vous pouvez faire la même chose avec le dumping fiscal et avec le dumping social. Avec le dumping monétaire qui existe, c'est-à-dire faire mumuse avec le cours de la monnaie pour enfler le concurrent. Techniquement, le dumping monétaire existe, mais je fais une parenthèse, c'est difficile quand même de mettre en place des taxes anti-dumping monétaires, puisqu'il y a une référence circulaire, si vous voulez. Vous pouvez difficilement taxer en collectant de la monnaie quelque chose qui repose sur le fait de tricher avec sa monnaie. Vous voyez, ça ne marche pas. Mais pour les autres, ça fonctionne. Donc, de manière générale, l'accord du GATT, quelle que soit la forme de dumping, autorise explicitement les pays à mettre en place des taxes et le montant maximal autorisé, c'est de rétablir le level playing field. C'est ça qui est marqué, c'est ça qui est dit dans le traité. Alors, je vous reconnais bien volontiers que c'est un dispositif qui, malgré son existence, est très peu invoqué et que l'OMC communique assez peu sur l'existence de cette règle et beaucoup plus sur le fait qu'il faut baisser les barrières douanières, etc. C'est vrai. Mais le dispositif existe, il est autorisé, donc on a le droit de le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'import-export. Alors, la question de... Alors, il y a les pays vis-à-vis desquels on exporte sans être... attendez, parce que... Il ne faut pas se tromper de préfixe. Donc, oui. En gros, les pays auxquels on veut vendre des choses alors qu'ils nous vendent des choses, c'est ceux-là spécifiquement qui posent problème. Donc j'insiste d'abord sur le fait que ceux, et il y en a, vis-à-vis desquels on est juste en train de leur vendre des choses et la réciproque n'est pas nécessairement vraie, vous voyez, bon, c'est notre sujet. Donc, sur cette problématique-là, la question est de savoir comment vous faites pour concrètement redéployer votre politique commerciale en termes d'import d'une part et en termes d'export d'autre part. C'est la seule réponse possible. C'est-à-dire, dans quelle mesure c'est ce fournisseur-là, ce pays-là, fournisseur, qui vous est indispensable. Et je vais poser la problématique différemment, mais au fait, pourquoi on se fournit chez celui-là et pas nécessairement chez un autre pays qui est peut-être plus près? Il y a des accords, si vous voulez, commerciaux qui ont été signés ces dernières années, qui ne sont pas forcément aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les plus intéressants en termes de stratégie d'importation pour Maurice, et donc ça libère des marges de manœuvre sur le fait de ne pas risquer des mesures de représailles, en changeant d'importateur par rapport à ce à quoi on est habitué. J'ai pas dit que c'est facile, et de manière générale d'ailleurs, je confirme que de toute façon c'est un plan qui est particulièrement ambitieux. Hein. Par contre, il serait mensonger de dire qu'il n'est pas faisable. Mais il est difficile, ça je suis d'accord avec vous. Ensuite, les clients du côté des pays du Nord sont-ils prêts à payer un premium par rapport à des produits verts? Alors oui, parce que la preuve en est que les marchés en question existent déjà.
Ce sont les rayons écologiquement responsables, etc., etc. Attendez, je termine juste le... Oui, j'ai compris. Je vous réponds juste sur l'existence du marché, d'une part, et sur le fait que, en fait, ce n'est pas la totalité du... Comment dire? Ça ne vous permet pas de conquérir la totalité du marché des vêtements aux États-Unis, ça c'est clair. Mais ça tombe bien, vous ne demandez pas la totalité. C'est une stratégie de niche, on est très clair. Oui, sauf que c'est adapté au dimensionnement général de l'économie de l'île, d'avoir une stratégie de niche. C'est beaucoup plus adapté que d'essayer de copier un pays qui, par comparaison, est un mastodonte, vous voyez. Donc pour moi, c'est ça le raisonnement. C'est puisque les ressources de l'île ne permettent pas objectivement une stratégie quantitativement massive, autant opter délibérément pour une stratégie qualitative. Moi, c'est ça le raisonnement, si vous voulez. Après, c'est sûr que c'est plus difficile que de faire surchauffer au maximum. Enfin, oui. Donc c'est vrai que c'est plus complexe. Mais je me demande même si c'est pas potentiellement plus profitable. À l'unité, vous voyez. Voilà. Oui, je comprends bien. Ça dépend du processus de transport, ça dépend du processus de production, ça dépend au global, etc. Et oui. Ce qui compte, c'est le rejet carbone total. Et on peut, excuse-moi d'intervenir, la notion de commerce équitable, on peut la faire valoir pour nous, petit État insulaire en développement. On est reconnu vulnérable climatiquement. Il y a tout un travail diplomatique à faire pour que ce concept de petit État insulaire, SDIS, ait un contenu économique. C'est un chantier à ouvrir en parallèle. Parce qu'effectivement, on peut concevoir que les États-Unis ne nous appliquent pas dans ce cadre-là, sous le regard bienveillant de l'OMC et de discrimination positive, pour un petit État insulaire vulnérable économiquement, ne nous applique pas une mesure de rétorsion en taxe carbone. Ça s'appelle la stratégie des yeux de chaton. David, plateforme environnement. Résistance alternative. Bonjour, David Sauvage. Bonjour. Entrepreneur aussi. Ben déjà, bravo à l'AM1 pour cette initiative. Je trouve incroyable. C'est rare de nos jours d'avoir des choses qui font du sens. C'est violent. Il y a juste, moi j'aimerais peut-être faire une petite contribution. C'est au niveau du changement climatique. Je pense que la transition écologique, c'est sympa. Au fait, on a aussi une opportunité à Maurice, c'est qu'on va peut-être se prendre les effets du changement climatique un peu les premiers. Donc, pour moi, c'est aussi une opportunité de transition industrielle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels. Et il y a cette capacité d'attirer des acteurs au niveau technologique et industriel pour qu'ils viennent à Maurice et qu'on puisse les inciter à travailler, à mettre au point la technologie, à produire des choses. Donc, on pourrait être aussi leader dans l'industrie au fait de gestion du changement climatique. De la catastrophe qui arrive, d'accord. Voilà, oui, tout à fait. En termes d'érosion des lagons, des choses comme ça. Je suis complètement d'accord. Et peut-être juste une petite chose aussi, c'est que je pense que avec toute cette réflexion, il y a aussi peut-être une réflexion sur des transitions industrielles. Donc il y a peut-être des pans d'activité où des acteurs industriels vont peut-être se dire quelle sera mon industrie dans 15 ans, dans 20 ans, et peut-être préparer des migrations, des transitions. On va peut-être pas continuer à faire des choses qu'on faisait. Donc il y a toutes ces réflexions. Ça, c'est l'avantage, si vous voulez, du fait de mettre sur la table un plan qui dure 10-15 ans et plutôt 15 que 10, et qui permet à tout l'écosystème, dans le sens économique cette fois-ci, de se réorganiser, de se positionner par rapport à un élément stable, sûr et clair, qui est ce programme de transition écologique. Et donc ça permet de prendre des décisions qui étaient impossibles avant dans un contexte d'instabilité et d'incertitude politique. C'est-à-dire, bon, je sais que dans 5 ans, dans le plan de transition écologique, on en sera à peu près là, donc moi, ça me laisse le temps de développer telle activité. Et ça, en termes de prévisibilité, qui, je le rappelle, est quelque chose de fondamental pour le business, c'est un gros atout pour, en fait, prendre beaucoup plus de risques qui n'en sont plus d'ailleurs, parce que vous arrivez à la banque en disant, regardez là, à tel moment, il se passe tel truc, donc moi, je vais monter telle affaire.
Et le banquier, qui est rationnel, au moins a priori dans son choix de politique de prêt, va dire « Ah oui, effectivement, à tel moment, on a tel truc, donc ça passe ». Donc il y a ça aussi qui joue dans les conversions d'activité. La conversion d'activité out of the blue, c'est une chose. Quand c'est dans le cadre d'un grand mouvement qui est planifié, c'est beaucoup plus facile. En fait, on a beaucoup réfléchi dans notre Assemblée générale sur la transition numérique. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution du business model, avec ou sans transition écologique, elle vient de toute façon. On est dans la 4e révolution industrielle qui vient. Ce qui est à la fois, qui est sans doute une chance, un atout en termes de se réapproprier son marché intérieur, parce qu'on va aller vers plus d'individualisation dans la consommation. Donc quelque part, Ken Arian, qui était assis à côté de toi, David, et qui est parti, il m'a dit, lui, il est président de la MITIA, il m'a dit, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la transition écologique ne peut pas marcher sans la transition numérique qui vient. Donc on n'a pas abordé ce matin, mais c'est clair qu'il y a de toute façon une évolution des business models qui impacte directement le tissu industriel, et quand on rajoute transition numérique plus transition écologique, ça fait à mon avis encore plus de sens. Oui, alors en plus, par rapport au problème du changement climatique qui a été mentionné, en fait, on pourrait même ajouter, si on est un peu taquin et sans vouloir être trop lugubre, que la transition écologique, il va falloir la faire de toute façon, puisque les ressources s'amenuisent et les espèces disparaissent. Donc, si vous voulez, à un moment donné, c'est un avantage concurrentiel potentiellement énorme de prendre les devants par rapport à des transitions qui, dans un premier temps, peuvent être des choix, mais qui ensuite vont être des contraintes. Vous voyez, il y a ça aussi qui joue. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, en fait, le consensus des climatologues s'est mis d'accord l'année dernière ou l'année précédente pour considérer de manière officielle que nous avons changé d'époque géologique. Nous sommes maintenant dans l'Anthropocène, qui a démarré dans les années 50 et qui a comme caractéristique principale que l'homme a changé le climat de la Terre. Voilà, ça y est, on en est là au niveau des travaux scientifiques. Et la caractéristique principale de ce changement de l'Anthropocène, c'est aussi que nous sommes entrés dans un danger réel d'autodestruction en fait, de l'humanité en rendant progressivement l'écosystème inhabitable pour l'espèce humaine. Donc la transition écologique, en fait, c'est plutôt une bonne idée dans ce contexte, si vous voulez. Donc il y a ça aussi qui est un élément du décor. Mais ça, c'est plus dans l'intérêt de vos petits-enfants, si vous voulez, que dans votre intérêt à vous. Sauf si c'est plus rapide que prévu. Voilà, et là, l'audience flippe un peu. Il est 17h15, est-ce qu'on prend une dernière question? Ou est-ce qu'on donne son congé à... Ah, Yann, c'est décidé. Oui, bonjour, je m'appelle Yann Koumsing, je travaille comme Audrey pour une banque multinationale, en même temps je suis de la société civile. Je voudrais juste dire que, enfin d'abord merci beaucoup, merci à l'AMM pour, effectivement c'est étonnant, on ne serait jamais cru que voilà, l'AMM avait fait quelque chose comme ça, comme quoi quelque chose de différent est possible. Et je voudrais juste faire une contribution dessus, différent est possible. Si on va rester sur les schémas du passé, comme M. Nunkou vient de dire, avec les marchés du passé, avec les solutions du passé, on ne va pas résoudre les problèmes du futur et du présent. What was a success in the past belongs to the past. Si on reste dans le business as usual, on est foutu. C'est très bien d'avoir un intervenant étranger qui vient nous donner des idées. Mais à la fin, la différence, c'est nous qui allons faire. Hein. C'est pas quelqu'un qui va venir de l'étranger avec une recette magique qui va dire « Ok, hein, oui, moi, dans 3 jours, je suis parti, et puis après, voilà. Vous vous démerdez, hein, je vais être clair là-dessus. » Si Maurice ne se réinvente pas, c'est pas quelqu'un qui va réinventer Maurice pour nous. Et Maurice se réinvente pas parce qu'il y a un UBLU qui s'appelle Yann qui écrit, ou David, ou Audrey. Il y a une masse critique de gens qui disent « On va changer maintenant. » Alors, ça va dépendre. On a un gouvernement, malheureusement, qui semble vouloir se rester dans le business as usual. Maintenant, est-ce que la société va se réveiller? L'année prochaine, c'est les 50 ans du pays. 50 ans, un demi-siècle. On n'est plus un jeune pays, comme on avait l'habitude de se dire. Maurice. On n'est plus non plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, un exemple pour le monde. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, il ne se passait pas une semaine sans que la MBC, la télé nationale, ou les journaux sortaient un article. Maurice, un leader pour le monde. Maurice, un exemple pour l'Afrique. Maurice... On n'entend plus du tout parler de ça. C'est fini, ça. Il y a 10 ans,
Maurice était un leader sur les énergies renouvelables. 27% de l'électricité mauricienne était produite à partir des énergies vertes. On était un leader. Ouais. Il y a 10 ans, on avait le leadership sur les Small Island Developing States. On a eu droit à un centre de conférence à Paris. Magnifique. Il n'y a pas d'aircon solaire dessus, qui montrait à quel point on était un peu à côté de la plaque à l'époque. Aujourd'hui, le leadership sur les petits États insulaires, Maurice n'est même pas mentionné. Trump a fait son truc aujourd'hui. BBC va chercher qui c'est qui représente les petits États insulaires. C'est les îles Marshall. C'est les îles du Pacifique. C'est les Caraïbes. Océan Indien, zéro. Maurice, oublié net. Énergie renouvelable, Michael va apprécier. La Réunion est à 35% aujourd'hui des énergies renouvelables. Il y a 10 ans, ils étaient à 17-18%, je crois, et nous, on se moquait des Bourbonnais. On aime bien les appeler parce que ouais, nous, Marine, 24%, 27% est arrivé. On est en recul. Maurice est en recul. Maurice est en recul, je le redis. À nous de voir maintenant si on va se réveiller et se réinventer. On a un vaste espace océanique. On n'a pas une flotte nationale de pêche. Même pas dire durable, on n'a pas une flotte nationale. On est là, au bord de l'eau, là, hein, en passant. Correct? Donc, c'est à nous de se réinventer, à voir si on veut un avenir différent ou bien on va rester prisonnier du passé, en espérant que par magie, un beau jour, un intervenant étranger pourra avoir qu'à d'avoir avec nous. Merci. Alors, en guise de conclusion, je me contente de signer en bas des propos du monsieur. Bon, ben, merci beaucoup de votre participation. Je pense que la chance que nous avons, nous aimons les challenges et semble-t-il qu'on est tous d'accord à se dire qu'on a un vrai challenge devant nous. Donc là où nos parents ont fait face à des situations originales et ils ont peut-être contribué à amener la première phase de développement, on a la responsabilité, le devoir et le plaisir en même temps d'amener peut-être ce développement pour nous et pour nos enfants. Donc je vous souhaite un bon week-end. Je pense qu'on est appelé à se revoir, à reparler, parce que il est clair que ce n'est pas à l'issue d'une demi-heure de présentation ou de 2 heures de session de travail qu'on peut définir des plans. Au sein de l'AMM, on a une conviction et on vous la partager aujourd'hui. Et je pense qu'on va bosser sur un projet. Je crois qu'on a tous besoin d'un projet pour avancer. Et nous, on est volontaires pour travailler avec vous pour qu'on ait une île Maurice qui soit celle qu'on mérite. Merci. Bon week-end à tous.